Nous sommes lundi 5 juin 2023, c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine qui commence avec plusieurs sujets qu'il faut couler encre et salive au sein de l'opinion nationale en RDC. C'est les débats nationaux sur DRC Info Télévision. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Alors pour aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très alléchante, c'est celle de savoir le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une dictature ou un état de droit, comme ça s'est dit au sein de l'opinion. L'opposition crie à une dérive dictatoriale à travers tout ce qui se passe. La majorité, elle, évoque l'état des droits qui est en train de se mettre en place, qui a raison, qui a tort. Nous allons en débattre sur ces plateaux avec des éminents analystes. J'ai à ma droite M. Romain Nganjambe, lui est du parti AREC, mais ici il n'intervient pas comme membre ou comme communicateur de AREC, mais plutôt comme un analyste, mais surtout un opérateur politique à qui je m'en vais dire bonjour, M. Romain, bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, cher Georges. Merci surtout de l'invitation. Merci. Ça, c'est une habitude que j'ai toujours et que je ne pourrais pas aussi en dépasser. Oui, vous avez parlé d'AREC, mais il ne s'agit pas d'AREC, il s'agit d'AREP. AREP, voilà. Excusez-moi, en tout cas, j'ai massacré. Voilà, agissons pour la République. Parti cher à Guy Luando Mboyo. Parti cher à l'autorité de référence, Guy Luando Mboyo, à qui je présente mes respects les plus profonds. Et en passant, déjà, je salue aussi le secrétaire général, les camarades Pascal Nkanga. Je salue aussi la présidente ou la coordonnatrice de la Ligue des femmes, Madame Astrid Beleke, et sans oublier Maître Dorothée Madia, nos autorités. Et jusqu'ici, la santé du parti, comment ça marche en cette période où ça bouge de partout? Oui, sans pour autant parler au nom du parti, mais au vu des réalisations ou des activités mises en place par le parti se porte à merveille. Il y a le secrétaire général, je cite les camarades Pascal Kanga, qui venait de faire une tournée d'itinérance dans la partie Grand Équateur, où il a redynamisé les partis, il a fait conscientiser nos partisans par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. Il y a aussi sur place à Kinshasa tous nos potentiels candidats. Ici, je vais aussi citer les camarades sénateurs qui est l'interfédéral de Kinshasa, qui fait aussi pas mal, j'ai cité le camarade Rigen Bakonga, qui fait un travail de titan. Sur place à Kinshasa, les potentiels candidats, chacun est en train de travailler dans son coin. Les gens de Lukunga travaillent, Moamba, Funa, partout. Et aussi, toute la République, je vois la fédération du Grand Katanga, où nous voyons au Katanga, Lubumbashi et aussi Kolwezi. Et voilà, la santé du parti se porte à merveille. Et sans oublier aussi les efforts et l'ancrage que ne cesse de faire notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, qui est toujours au front, en train de donner le meilleur de soi-même, parce que lui est le porteur. Lors de sa descente au Grand Équateur, lorsqu'il m'a mis sur île. En tout cas, c'est un leader qui se confirme à chaque jour qui passe. Bon, au jour d'aujourd'hui, sans vraiment mâcher des mots, la personne de Guy Luando, notre autorité de référence, n'est plus quelqu'un à présenter. Donc, ses œuvres, ses actions sont vraiment, de manière palpable, une expression tangible de sa passion pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est pour cette raison-là et pour ce genre de motivation que nous nous sommes adonnés à aller suivre sa vision. Et surtout, non seulement suivre la vision, aujourd'hui, c'est mettre en pratique sa vision qui est plus important. Et c'est ce dont nous faisons. Si aujourd'hui nous sollicitons des plateaux de télévision, c'est pour présenter sa vision, faire appel à, je ne sais pas si vous aussi vous êtes déjà membre des partis politiques, adhérer à AREP, parti de ma génération, parti qui a une vision, je pourrais dire, d'une innovation, et un parti qui vient avec une vision de faire, c'est que de marcher sur les erreurs des autres.
Merci donc, beaucoup. En tout cas, le temps pour nous de présenter le deuxième invité. Lui, il est Paulin Kalamba, il est journaliste et ici, il intervient comme analyste indépendant parce que vous l'invitiez à adhérer à REP. Je crois que les journalistes, on est appelé à rester au milieu. Mais sinon, Paulin Kalamba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour confrère, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Journaliste, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne peut pas adhérer. Bien sûr, un journaliste aussi a droit, mais ne peut pas afficher ses couleurs pendant l'exercice de son métier. Mais il n'adhère pas à un parti politique. Ça va rester... en tout cas, il faudrait que ça ne soit pas connu des autres parce qu'un journaliste ne doit pas afficher sa couleur politique au risque de perdre sa crédibilité. D'ailleurs, l'éthique et déontologie de notre métier nous l'interdit. Donc, ça ne nous permet pas de faire, par exemple, la publicité d'un parti politique au grand jour. À moins si on est communicateur, oui, on peut intervenir d'une façon. Là, vous cessez avec les métiers, vous cessez d'être journaliste professionnel. Qui travaille pour une rédaction. Sinon, vous serez... vous perdez en fait. Là, vous ne pouvez plus travailler dans une rédaction. Parce que vous serez jugé d'impartialité à un moment donné. Absolument. Alors, merci et surtout bienvenue dans cette émission. Merci. Je vais commencer comme ça avec vous. Aujourd'hui, ce matin, on a assisté à des scènes. À travers la ville de Kinshasa, les rues étaient quasiment vides. Moi, j'ai fait un tour du côté boulevard Lumumba, réputé avec des embouteillages monstres. Mais aujourd'hui, tout était libre. Ouais, les chauffeurs ont grévé. Comment avez-vous vécu cette scène aujourd'hui à Kinshasa? En tout cas, c'était un lundi pas comme les autres, un lundi timide, aussi mouvementé. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est un peu paradoxal, mais je vais expliquer. Le lundi timide parce que beaucoup de personnes qui avaient par exemple des rendez-vous médicaux, qui avaient des programmes d'aller au travail, qui se sont habitués à se lever un matin, quitter par exemple à l'arrêt de bus jusqu'à l'endroit où ils travaillent. La personne estime que c'est entre 30 et 45 minutes. Du coup, arrivé sur l'arrêt de bus, il n'y a pas de transport parce que les chauffeurs ont grévé. Et ça pose déjà un problème. Et mouvementé parce qu'il y a des gens qui se bousculent à gauche, à droite. Il y a même, j'ai remarqué sur certains carrefours, il y a eu beaucoup de motards. Ce sont les motards qui ont remplacé les transporteurs en commun. Brusquement, ils ont doublé, même triplé les prix. Comme d'habitude, ils ont chacun fixé son prix. Alors c'était vraiment déplorable. Gréver, puisqu'il s'agit de la grève, je crois que c'est un droit. Chaque Congolais peut gréver. Les droits de manifester ou de gréver, c'est un droit constitutionnel. Mais les faire... il y a aussi une façon que l'État doit en principe encadrer, encadrer ceux qui grèvent, ceux qui font ces actes. Bon, je crois que c'est un droit, mais il y a quand même des conséquences négatives. Néfastes, parce que s'il faut noter aujourd'hui, beaucoup de manques à gagner. Alors les autorités doivent aussi prendre en compte certaines revendications de ces derniers. Je crois que c'est ce que je peux dire d'entrée les jeux, parce que c'est ça. Il y a vraiment eu des conséquences. Ça a perturbé la journée. Paralyser la journée. Ça a paralysé la journée. Je reviens à vous. Monsieur Romain Ganjambe, vous aviez aussi vécu la scène ce matin, bien que à partir de midi, tout a commencé à revenir dans l'ordre, bien que le moratoire accordé à ces transporteurs en commun 10 jours, lors de leur discussion, je crois, samedi ou d'hier, si je ne me trompe pas, avec l'hôtel des villes, mais ils ont fini par respecter d'abord leur mot de grève. Ils revendiquent des tracasseries à outrance. Je ne sais pas, tracasseries, si vous êtes aussi observateur de ces phénomènes-là dans nos différents arrêts des bus. D'entrée des jeux, je m'en vais d'abord par condamner les tueries qu'il y a eu. Selon les informations, on nous fait savoir que pour y arriver là, il y a eu un chauffeur, il y a eu un chauffeur qui avait été qui a subi un coup, qui avait subi les coups de la part des agents de l'ordre, et cela a ramené à la mort. Et si cela s'avère vrai, nous condamnons cela. Personne n'est censé mourir dans ce sens-là. Et pour ce qui est des tracasseries, certes, nous vivons à Kinshasa.
Et chaque fois, nous cherchons à interpeller nos autorités, surtout de la ville, à veiller sur cet aspect des choses. Les tracasseries, c'est comme mon co-débatteur venait de le dire ici, c'est un droit pour une corporation, une structure, la population, de revendiquer ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, si ces droits arrivent au point de pénaliser les autres, cela ne sera pas aussi une bonne chose. Tracasserie, nous décrions ça à chaque moment. Oui, c'est vrai, notre pays a une police qui a pour idéal une police professionnelle. Mais par moment, il y a certains actes qui se posent qui ne sont pas à applaudir. Vous voyez, contrôler les documents, oui, on peut contrôler les documents, mais quand? Ce n'est pas chaque minute, chaque instant, vous passez à gauche et à droite. Il y a aussi les cas des bureaux D. Oui, ce sont des services d'intelligence de notre pays qui abattent un travail de titans que nous félicitons parce que du jour au lendemain, il y a des découvertes, des cas suspects dans notre pays. Mais cela ne doit pas être un élément frustrant. Mais si, sans pour autant vous couper la parole, avant son accession au pouvoir, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait promis fermer tout ce qui était comme, je ne sais pas, cachot ou cette affaire des bureaux D. Parce que, à son avis, ça ne valait presque pas la peine parce que ça constituait en quelque sorte un autre élément d'insécurité. Mais aujourd'hui, on voit que le phénomène continue depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit. C'est ce que je viens de dire ici. Le président de la République a démontré cette volonté, cette détermination, que ce genre de choses ne pouvaient pas se faire ou se répéter. Mais pensez-vous vraiment que tous ces gens-là qui font ces histoires, ils peuvent vous montrer leur bulletin de service par rapport à ce qu'ils font chaque minute, chaque instant? Et généralement, quand vous invitez des éléments des forces de l'ordre reconnus, ces gens-là se mettent en fuite, hein. C'est ça le problème, parce que au jour d'aujourd'hui, vous allez aussi remarquer qu'il y a même les enfants de policiers, je me réserve de donner des affirmations, mais vous voyez que non, qui est déjà un peu âgé, et le soir comme ça, un petit qui porte la tenue et il se met en route. Dernièrement, il y avait les contrôles ou l'identification de militaires par l'inspection générale des forces armées. C'est là qu'on s'est même rendu compte qu'il y avait pas mal, un certain nombre de personnes qui s'habillaient en tenue militaire, mais qui n'étaient pas réellement des militaires. Et donc, ce sont des histoires sur lesquelles on doit vraiment, les autorités de la ville, consorts, doivent vraiment s'y atteler, parce que paralyser une journée comme ça, parce qu'il y a eu... Il y a des enfants qui ne sont pas partis à l'école, voilà. des gens qui ne sont pas arrivés au lieu du service, certains sont arrivés même en grand retard. Vous savez, à Kinshasa, nous vivons au taux du jour, et quand les gens ne sortent pas de cette façon-là, c'est une population qui meurt de faim. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour éradiquer ces fléaux? Le gouvernement, y a-t-il pas moyen de renforcer aussi ces sociétés de transport pour pallier à ces vides? Parce qu'il faut faire face au privé. Quand maintenant, ils ont décidé de paralyser la ville, et on a subi des conséquences. Bon, subir des conséquences, ici, nous avons d'abord développé un aspect qui est un aspect purement d'abord humain, qui est lié à la réalité. Okay. Mais du point de vue politique, nous ne pouvons pas dire que la République ne fait rien pour la population quant à ça. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, la République venait de mettre à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire une société publique appelée Transacademia. Et de tous ces gens qui se sont plaints par rapport au transport aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait des étudiants qui s'aient plaints pour dire voilà, nous n'avons pas pu atteindre les universités parce que nous n'avions pas de moyens de transport. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai, l'effectif ou le nombre de bus Transco qui existent n'a pas été à hauteur de tout dissiper comme situation, mais cela va aussi jouer des rôles d'interpellation
au gouvernement pour renforcer le nombre de bus au niveau de la société étatique des transports qui est Transco, pour lui permettre de couvrir un certain nombre de consommations transportables pour ne pas arriver à être asphyxié. En tout cas, merci beaucoup. Je reviens à vous. Paulin, vous aviez vu aussi comme moi que Transco ne parvenait pas à assurer les transports de tout le monde ce matin. Et le peu de gens qui ont eu accès à Transco, il faut voir comment on s'est bousculé. Il y en a même qui allaient une jambe dans le bus et l'autre jambe à l'extérieur, avec tous les risques possibles. Mais comment on peut éradiquer ces systèmes? Les chauffeurs aussi. Oui. Permettez-moi de revenir un peu sur la tracasserie. Parce que les Transco, ce que vous avez dit là, ça m'a même fait rire. Hein, parce que j'ai vécu des scènes comme ça. Alors, avant tout, tracasserie. Les conducteurs là, les transporteurs doivent comprendre que dans un État, l'État des droits, c'est aussi ça. Payer des taxes, payer tout ce qu'il y a, impôts et consorts, pour que l'État avance correctement. Alors, par rapport à la tracasserie routière, je crois que chacun de nous doit d'abord comprendre à se fixer sur ses devoirs. Beaucoup de conducteurs, ce que vous voyez là, beaucoup ne payent pas les frais qu'il faut, les impôts, des taxes et consorts. Les documents n'achètent pas. Alors, au moment des contrôles, maintenant, ils commencent à crier tracasserie. Ça, c'est aussi un problème. J'interpelle tous les conducteurs, les propriétaires des véhicules, de faire un effort d'acheter. Quand l'État dit, ou l'hôtel des villes, ou le ministère des Transports dit qu'il faut chercher à s'approprier d'un document, le document du ministère des Transports, l'autorisation des transports. Beaucoup sont dans les transports, mais ils n'ont pas les documents de l'autorisation des transports. Et il y a d'autres qui n'ont pas d'assurance. Il y a d'autres qui n'ont pas de vignettes et consorts. Et tout cela, s'il y a les agences commises sur le terrain pour faire les contrôles, moi je ne vois pas les mal. Ça s'appellera tracasserie lorsque nous voyons comme certains agents sur le terrain qui ne sont pas formés, parce qu'il faut les reconnaître. La police aujourd'hui, ça j'ai dit parce que j'ai quand même mené mes enquêtes, il y a certains, comme mon co-débatteur vient de le dire tout à l'heure, il y a certains jeunes qui sont récupérés comme ça parce qu'il a un grand frère, il a un ami de son frère, de son père qui est policier, qui est un officier supérieur. Il le prend, il le met derrière les autres et il commence à travailler comme policier, sans connaître les principes ou bien les règlements de ces métiers. Alors, ces messieurs vont se livrer à des pratiques qui ne sont pas autorisées. Par exemple, quand vous demandez à un conducteur de s'arrêter, il s'arrête bonnement, il faut lui demander d'être à côté, mais il y a d'autres qui passent par des fenêtres, il y a d'autres qui menacent même, il y a d'autres qui se battent. Qui entrent même, qui prennent les volants. Qui prennent les volants. Et sans même poser les motifs, sans même brandir les documents qui les autorisent à faire ces contrôles. Parce que la personne qu'on contrôle a aussi le droit de voir qu'il y a un mandat, il y a un document qui atteste cette mission, un ordre de mission. Il doit voir, il a aussi ces droits-là. Mais parfois ne donnent pas, ne permettent pas, ne laissent même pas le temps aux conducteurs de brandir leurs documents ou bien de voir ce qu'il y a sur l'ordre des missions. Parce que d'autres, la mission est de contrôler l'assurance, mais il prend seulement les documents de contrôle de l'assurance, il part, il fait tout ce qui reste. Et pour ce qui est des bureaux D consorts, c'est justement ça. Les bureaux D, c'est pour les renseignements. Les renseignements militaires, c'est ça. Mais je ne vois pas la place des bureaux D sur la route, dans la circulation routière. Il y a la police de circulation routière. Actuellement, il y a d'autres policiers qui sont là avec des petites voitures. C'est qu'on appelait les Oudjana. Par exemple, ils sont tous là. Et pourquoi beaucoup de services? Parce que je ne pense pas qu'on contrôle tous les documents au même moment. Il y a des documents qu'on contrôle, par exemple l'autorisation des transports. Maintenant, ce que moi j'ai décrit ici, je dénonce, c'est les modus operandi dans leur mission. La façon d'opérer sur le terrain laisse à désirer parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Alors, je pense que les autorités compétentes, les autorités de la police, les autorités de l'hôtel des villes, du ministère des Transports, doivent aussi à chaque fois contrôler, après avoir envoyé une mission sur le terrain, contrôler, voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, il y a un autre...
Avant d'arriver à faire Transco, je pense qu'il y a aussi un autre problème. Permets-moi de le dire quand même. Il y a des policiers qui ne sont pas payés parmi les policiers que vous voyez sur le terrain là. Il y a ceux qui sont payés mais qui sont mal payés. Alors, leur bilanga, comme disent les Kinois, leur champ, leur milieu où ils vont rançonner, c'est la population. Alors, ils se livrent à l'extorsion, à tous ces tracasseries, parce qu'ils n'ont pas l'argent suffisant pour nourrir leur foyer, élever leurs enfants. Je n'encourage pas qu'ils fassent cela, mais j'ai dit que les autorités compétentes puissent essayer un peu de voir, même les parlements, essayer de voir comment mettre les policiers, les agents de l'ordre dans les conditions. Parce qu'imaginez-vous une vie sans police. Comment ça va se passer? C'est une jungle, en fait. Donc, il y a nécessité de penser à régulariser certains problèmes de la police, des agents de l'ordre, pour que ces problèmes ne viennent pas. Transco, vous avez dit, il y a des zones où Transco ne peut pas passer, parce qu'il y a aussi la récupération politique. Moi, j'ai vécu ça, j'ai fait beaucoup de reportages dans ce sens-là. Vous voyez, quand les gens décrètent, par exemple, une ville morte, ou bien une grève comme ça, ils voudront que ça réussisse coûte que coûte. S'il y a d'autres qui essaient de sortir sur le terrain pour faire quand même les transports, qui désobéissent à ces mots d'ordre, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, et vous allez voir d'autres qui vont se livrer à jeter des pierres. Oui, ils brûlent même des bus. Alors Transco, comme une société de l'État, une société responsable, je crois qu'il y a certains coins, les Transco, quand ils voient que la température n'est pas bonne, c'est réserve de sortir tous les bus. Et voilà, la conséquence, c'est que les gens se bousculent pour avoir les peu de bus qui sont sur le terrain. Donc je crois que la responsabilité est partagée. Alors merci beaucoup. Ça doit être aussi une interpellation pour l'autorité de la ville, parce que... Moi j'avais un petit mot. C'était un rapport, un exemple ou une illustration que mon co-débatteur venait de dire. Ouais. La police, l'armée se caractérise par la discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un policier se contente de ce qui lui est réservé. Ce n'est pas le fait, par exemple, de dire que je ne suis pas bien payé, que vous faites vous-même des gérades en route, ou quand vous arrêtez quelqu'un, celui-là doit vous payer, et cet argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État, c'est une mauvaise pratique, ça relève de l'incivisme. Et nous devons au moins combattre cela. Vous avez vu dans mes interventions, j'ai relevé plusieurs éléments. Il y a la responsabilité de l'État. J'ai parlé de l'hôtel de ville, consorts, des autorités policières. J'ai parlé aussi des chauffeurs eux-mêmes. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a aussi ces chauffeurs qui se comportent très mal. Où ils se font de hors la loi. Donc, eux, la loi ne leur dit rien. La police être là ou ne pas être là ne les dit absolument rien. Ce genre d'éléments doit aussi nous interpeller. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que moi je fais mes analyses, je les fais dans une approche systémique. Et dans l'approche systémique, il ne peut jamais y avoir une réaction sans donc un comportement sans stimulus. Donc, c'est dans ce cadre-là que je tenais un peu à recadrer. En tout cas, c'est... Non, c'est pas recadré, parce que tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a la responsabilité de chacun. Il y a ceux qui sont là pour réglementer, ils doivent les faire, parce que ce sont des humains comme vous et moi. Ici, nous, on fait un travail d'analyste. On n'est pas en train de défendre un camp ou un autre. Et s'il y a un mal, il faut parler de ces mal-là, en public. Et ça, nous sommes à la place publique, il faut parler de ces mal pour qu'ils sachent. Parce que quand vous parlez de la discipline, un militaire qui n'est pas formé, un policier qui n'est pas formé, qui n'a pas reçu la formation, en principe, on doit former régulièrement. La dernière fois qu'on a recyclé nos policiers, c'est quand? Alors, c'est ça aussi toute la problématique. Donc, vous comprenez que le problème, il est holistique, il est vraiment très grand, il faut le creuser en profondeur. Oui. Et c'est aussi, comme il y a aussi un autre élément. Quand on parle de la dernière fois qu'on a formé les policiers, ça veut dire que les policiers, avant de les lancer avant de le mettre en service, ils suivent une formation. Et vous n'avez pas compris. Non, j'ai compris. Recyclage. Recyclage, ça veut dire... des remises à niveau. Oui, les remises à niveau, c'est fond. C'est fond. Dans quel sens? Chaque matin, il y a ce qu'on appelle
causerie morale, où chaque lundi, il y a ce qu'on appelle parade. Et autour de ces parades, c'est là où l'idéologie policière, là où tout se passe. Mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours retenir que les moutons galets ne manqueront toujours pas. Vous voyez? Et ce que nous insistons ici, c'est dans le sens que ils doivent aussi prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer au sein de la population. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Permettez qu'on passe à un autre sujet. Mais ce matin, en causant avec les chauffeurs, parce que nous sommes descendus sur la rue, j'espère que vous aurez des images à travers nos journaux et autres éditions. En tout cas, les chauffeurs ont dit une chose, qu'ils ont payé l'argent de certains documents et ils ont passé 2 mois sans avoir ces documents-là. C'est-à-dire que l'hôtel de ville avait du mal à leur produire ces documents-là. C'est-à-dire, à un moment donné, ils arrivent sur la chaussée, les contrôleurs leur demandent des documents que l'hôtel de ville ne leur a pas livrés. Et alors, il y avait cette incompréhension à ce niveau-là aussi. Donc, l'hôtel de ville également doit veiller à ce que quand quelqu'un vient et verse son argent pour avoir un document, eh bien, apprêtez-vous à lui donner son document immédiatement pour lui éviter des incompréhensions sur la chaussée. Et donc, c'est une interpellation pour chacun des intervenants dans le système pour que nous puissions vaguer à nos occupations librement et de la très bonne manière. Alors, ceci nous permet de passer à la thématique du jour, dictature ou état des droits, le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a aujourd'hui le cas de Salomon Escadela, la façon dont il a été arrêté à l'aéroport international d'Ndjili. Et jusqu'aujourd'hui, la procédure se poursuit. On dit même que ses avocats n'ont pas accès à les rencontrer. Et en même temps, ensemble, accuseraient qu'il y a des mécanismes qui se font pour qu'on aille déposer des armes à feu chez lui à la maison pour l'accuser de détention illégale d'armes et tout ça. On a les cas Daniel Safou, les cas des manifestations des opposants du régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vouliez-vous instaurer une dictature en RDC? Bon, je voudrais ici dire d'abord une chose en commençant, que la liberté, la démocratie ne nous permettent pas que nous puissions être de ceux-là qui ne doivent pas respecter la loi par le simple fait que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Ça, c'est d'abord le premier élément à retenir. Un autre élément, c'est par rapport à la dictature, ici ou c'est là. Bon, moi, ça m'étonnerait que ça vienne de l'opposition où se trouve Fayoulou, où se trouve Mouzito, où se trouvent les autres qui ont taxé à un certain niveau le président de la République, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de marionnettes, de placebos, de tous ces... Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui hier était taxée comme un vaurien, quelqu'un qui ne valait rien devant l'opposition, qui devient aujourd'hui dictateur, et c'est regrettable. Ici, je voudrais dire quoi? Par rapport à ce qui concerne la dictature, ils parlent de la dictature en comparaison avec quoi? Ils disent que c'est même plus que celle qu'on a vécue avec Kabila. Est-ce qu'on peut me citer les noms d'un seul prisonnier politique qu'il y a dans notre pays? Parce que parmi les éléments pour lesquels on a dit présenter Kabila comme dictateur, il était là pour réprimer les opposants. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un seul opposant qui a été réprimé? Je vais d'abord pouvoir vous dire, un pays où il y a la dictature, l'opposition n'existe pas. Mais dans notre pays, nous avons l'opposition qui est là, et cette opposition est reconnue par notre constitution, et cette opposition fait des activités. Vous avez vu des marches organisées, vous avez vu des sit-ins organisés. Des marches que vous aviez barricadées avec... Aucune marche n'a été barricadée. Aucune marche n'a été barricadée. C'était juste la remise en ordre par les agents de l'ordre de la police, qui malheureusement, cela s'est soldé par des atrocités.
Ici, je ne veux plus revenir sur cette marche parce que l'autre fois, je vous avais expliqué que ça a été une provocation de l'opposition. L'opposition se met à mettre des stratégies en place et ces stratégies qui doivent pousser la police à réagir, et de par la réaction de la police, l'opposition tire les draps de son côté pour présenter juste le méfait ou la conséquence de cette intervention. Mais oubliant qu'eux étaient à la base de quelque chose. Quand vous voyez dans une marche pacifique, où les gens viennent déjà avec des véhicules blindés, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont déjà préparés, que tel que nous sommes en train de partir là, nous allons faire des troubles et que nous puissions nous cacher, et même s'il y a quoi, que ça ne nous atteigne pas. Ça, c'est un élément. Vous avez vu papa Etienne Tshisekedi Omulumba, d'heureuse mémoire, faire une marche avec des véhicules blindés. Mais les cas Salomon Escadela, moi, chaque fois que je passe quand je fais mes analyses, je me réserve souvent des aspects sécuritaires. Parce que les aspects sécuritaires, ça relève de la compétence de nos services d'intelligence. Jusque-là, vous et moi, on ne sait pas le mobile de son arrestation. Je condamne la manière avec laquelle on l'a arrêté, mais du reste, le mobile de son arrestation n'étant pas encore connu, je me réserve de faire des analyses dessus. Parce qu'on avait vu certaines personnes être interpellées, même dans les années passées, et au finish, les mobiles qui avaient fait leur arrestation avaient au moins fait en sorte que certaines personnes n'aient pas de mots à dire. Parce que c'était tellement flagrant. Et ici, je me réserve de parler de cela. Et ça, les dossiers, la situation, vous avez aussi relevé la situation de Daniel Safou et aussi Mike Mukebai. Mais ça, ce sont des faits pour lesquels je ne peux même pas admettre. Vous voyez, Daniel Safou et son compagnon sont vraiment de personnes... Ce sont des élus, hein? Ce sont des élus, malheureusement, qui font la honte de la population, qui font la honte des gens qui leur avaient donné des suffrages. Pourquoi? Un élu du peuple est soumis à une déontologie. Un élu du peuple est soumis à une conduite et qui soit exemplaire possible. Est-ce que vous pouvez me dire, tel que vous êtes là, vous pouvez prendre Daniel Safou comme un modèle pour vous? Nous avons vu Daniel Safou insulter de la manière la plus ridicule un jeune, jusqu'au point d'aller toucher les parents. Combien de fois? Vous imaginez, vous parlez d'une marche pacifique. Mais avant la marche, qu'est-ce qui était dit? Je suis Chaka Zulu. Je serai à la ligne de front. Et vous allez compter les cadavres. Et s'il faut compter le nombre de cadavres, les cadavres seront du côté des policiers. Quelqu'un qui vient dans une marche pacifique avec une telle pensée, pensez-vous vraiment que cette marche serait pacifique? Mais est-ce que ce n'était pas aussi un piège au pouvoir? Un piège pour quelle raison? On ne peut pas piéger le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'État. L'État, c'est toi, c'est moi. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous gèrent, ont été élus par le peuple. Je donne un exemple. Le président de la République est élu par le peuple. Le président de la République, sachant que je ne peux pas évoluer seul, je dois être accompagné. Il constitue son cabinet. Ce cabinet-là émane de l'autorité du chef de l'État. Et à ce niveau-là, s'ils doivent poser des actes, s'il y a des histoires qui doivent se faire, et donc nous avons intérêt d'être exemplaires. L'opposition aujourd'hui est en train de chercher à avoir le pouvoir. Et en cherchant à avoir le pouvoir, l'opposition a besoin des gens qui doivent se soumettre à elle les jours où, si Dieu le veut, qu'ils aient le pouvoir. Et donc, ils doivent se comporter conséquemment par rapport à cela. Merci beaucoup en tout cas, Paulin Kalamba. Vous voyez aussi tout ce qui se passe, le cas Salomon Escadela, Daniel Safou, Mike Mukebai, les activités de Moïse Katumbi, par exemple au Congo central, n'ont pas eu lieu parce que barricadés à la frontière, Matata Pogno Akenge interdit d'accéder dans la salle. Est-ce que pas aussi une dictature comme dénoncent certains opposants? Vous êtes analyste politique. Bon, dictature, c'est trop dur. D'ailleurs, moi, je serais peut-être à côté où certains me taxeront de beaucoup de mots. Si je dis, par exemple, j'encouragerais d'ailleurs qu'un jour, qu'on puisse revenir au régime dictatorial dans ces pays. Bon. Parce que dans la phase où nous sommes, les gens confondent beaucoup la démocratie. Parce qu'imaginez-vous, il y a des journalistes, parce que
dans cette foulée, il y a aussi des journalistes, certains qui se sont retrouvés dans les camps de l'opposition et qui ont été victimes, et j'ai compati. Mais il y a certains de ces confrères qui sont devenus des militants, qui font le militantisme dans l'exercice de leur métier, qui insultent, qui invitent les gens sur leur plateau pour parler du mal, insulter les chefs d'État. Les chefs d'État, c'est une institution. La personne du chef de l'État, président de la République, c'est une institution. On ne doit pas se permettre tout comme ça parce que nous sommes en démocratie. Hein. Et en plus, puisque vous avez cité les cas de Safou, Moukebaï, Salomon, Moukebaï, on les poursuit même pas pour avoir insulté les chefs de l'État. Parce que souvent, ils insultent, ils parlent des choses, ils dénigrent les chefs de l'État. Les chefs de l'État, c'est un papa, à vrai dire. En Afrique, dans notre pays, selon la Constitution, notre chef de l'État, c'est comme un papa. Et vous êtes dans votre maison, vous permettez à ce qu'on insulte votre papa. Vous-même, vous insultez votre papa. Comment les autres vont les respecter? Vous voyez un peu? Donc, je n'entre pas dans ça, mais ils ont été poursuivis. Les services de l'État ou les services de renseignement, les cours et tribunaux ont ce devoir de poursuivre les procureurs. De se saisir des dossiers. De se saisir des dossiers, sans qu'on les dise de faire quoi que ce soit. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose, même moi, si j'ai commis un forfait, prévu et puni par la loi, je dois être poursuivi par les... Ni notre dessus de la loi, on ne le dit pas seulement pour une classe de la population ou bien une classe de personnes. C'est pour tout le monde, c'est pour toi et moi aussi. Est-ce que ça ne mérite pas, si cela s'avère vrai, il ne mérite pas aussi une certaine grâce, Quelle grâce? Pourquoi il a demandé pardon? C'est quelqu'un qui l'a fait. Non, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. C'est pas même la deuxième fois. Donc il le fait sous les effets d'alcool ou bien de la drogue. Moi je pense que c'est un élu du peuple. Un élu du peuple. Non, mais je ne l'ai pas insulté, je me pose des questions. Parce que si c'est un élu du peuple, à l'époque nous on connaissait des honorables, on les appelle honorables pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir une manière, comme vient de le dire mon frère en face, les co-débatteurs avec qui nous sommes ici, ils doivent avoir une façon, une certaine valeur différente des autres, parce qu'ils nous représentent, ils représentent la population. Mais quand déjà au niveau du Parlement, il y a des députés qui savent facilement injurier, qui savent en plus pas en privé, à la place publique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, son cas serait traité à l'Assemblée nationale. Oui, moi j'encourage le Parlement à les livrer un peu à la justice pour que la justice puisse d'abord s'occuper de lui. Et les indiscrétions disent qu'il risquerait une invalidation si jamais. Mais oui. Mais si cela est prévu dans leur règlement, ils peuvent le faire. Je crois qu'il ne faut pas passer, il faut pas diriger dans les sentiments. Il ne faut pas laisser les sentiments vous dominer. Quand il y a un fait, il faut traiter ces faits-là comme il se doit. C'est pour cela qu'il y a les cours et tribunaux. Ce que je viens de dire tout à l'heure, pour ne pas m'éterniser là-dessous. Et la même chose avec son compagnon, comme vous l'avez appelé, Mike Moukebaï, qui est aussi dans ces histoires de légèreté. Excusez-moi, que les gens qui m'excusent d'avoir dit ça, parce que je trouve que ça, c'est une légèreté. On ne peut pas se permettre à inciter la population à la haine, chercher des discours qui vont amener les gens à un combat de tribalisme. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est à décourager. Alors, la meilleure façon de décourager, c'est d'interpeller toute personne qui passera devant la télé, qui passera dans les réseaux sociaux pour prononcer un discours qui va stimuler la haine tribale ou ethnique. Je crois que la justice est mieux placée pour faire son travail. Et c'est ce qui est déjà en train d'être fait. Pareil pour les politiciens Salomon Skadela. Oui, mais pourquoi les gens veulent dire seulement parce qu'il est le bras droit de Moïse Katumbi, que c'est Félix Tshisekedi. Je l'ai dit en toute indépendance, hein, je suis journaliste, mais là je parle comme un citoyen congolais, comme analyste, comme tout le monde. Est-ce que certains disent, par exemple, Moukebaï ensemble, supposons que Safou ensemble, supposons qu'on voudrait vider. Mais si vous êtes dans les dérapages, vous aurez la justice derrière votre dos. Par exemple, si M. Escadela était du pouvoir, qu'allez-vous dire? Parce que jusque-là, on n'a pas des éléments, des preuves de son arrestation, mais les services intelligents ont les devoirs, au nom de la protection de la sécurité de l'État, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, interpeller, arrêter à n'importe où tout le monde.
Mais étrangers ou congolais. Communiquer, communiquer si cette communication-là va entraver les enquêtes. Ça ne vaut pas la peine. Les services des gens vont garder... Sans interrompre mon co-débatteur, c'est ici que j'étais en train de vous dire que l'aspect lié à l'arrestation de quelqu'un comme Salomon Escadé là, doit nous pousser à faire des analyses avec des retenus. Des retenus pourquoi? Parce que il est interpellé par les services d'intelligence et de renseignement de notre pays. Certains diraient qu'on le soupçonne de détenir des... Ça, on ne sait pas. Ça relève de la compétence. Il y a même un débat aujourd'hui. Moi, je voulais... Avec beaucoup d'audio et tout ça. Moi, je voulais ici beaucoup plus insister sur un aspect de l'arme de faible qu'a embrassé l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire? En utilisant la haine tribale comme un élément ou comme le produit politique pour attirer la population. Vous avez vu dans ces pays, le président Étienne Tshisekedi de Reste Mémoire était farouchement opposé à la gouvernance de Joseph Kabila, qui était un Katangé. Jamais on a entendu Étienne Tshisekedi demander à la population de s'en prendre au Katangé, ou s'il faut que je parle, au Swahiliphone, parce qu'il relevait de ces coins-là. Et ici, ce que l'opposition a choisi comme mode d'opération, c'est présenter une certaine tribu comme étant cette tribu qui marginalise la population congolaise. Et ça, c'est ce que, à tout moment que j'aurai l'opportunité de me tenir devant un micro, je conscientiserai toujours la population à être vigilante sur cette pratique néfaste qui n'amène pas le développement de notre pays, mais qui ramène à une division et à une scission, ce qui n'est pas intéressant. J'allais ajouter dans ce sens-là, c'est qu'il y a aussi la récupération politique. Il y a des dossiers judiciaires. Pourquoi tout politiser? On dit que c'est une arrestation politique. Non, mais c'est ce que j'ai dit, non? Il y a des dossiers judiciaires qu'il ne faudrait pas politiser. Si M. Salomon Escadé a été du pouvoir, comme nous avons vu M. Vital Kamerhe qui avait été interpellé, c'est le conseiller du président. Oui, Bifort. Bisseleli. Vous voyez? Et qu'est-ce que les gens allaient dire? Parce que c'est quelqu'un de l'opposition, que c'est Félix qui a demandé à ce qu'on puisse l'arrêter. Non, la justice n'a pas de limite. Les parquets généraux ou les procureurs a les ministères publics, a les devoirs, a les pouvoirs de suivre tout ce qui cloche. Là où il ne voit pas clair, la justice doit faire son travail. Moi, je crois que ça ne vaut pas la peine de faire des polémiques là-dessous, de tergiverser, donc de parler de ça dans tous les sens. On risque de s'embrouiller, de se mettre en dehors de l'essentiel. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Mais il y a aussi cette question, la loi sur... la répartition des sièges qui est attendue selon le calendrier de la CENI. Le projet a été déposé, en tout cas accepté à l'Assemblée nationale, mis à la commission PAJ. C'est aujourd'hui qu'à les débats sur le rapport que va présenter la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Mais au même moment, Fayulu, par exemple, invite les députés à ne pas jouer au feu. À ne pas jouer avec les feux plutôt, parce qu'il estime que c'est une loi qui est corrompue, disons le projet présenté, le fichier est corrompu, parce que n'ayant pas terminé l'opération d'enrôlement et autres, Mouzito propose certains mécanismes pour qu'on aille à un consensus, mais est-ce que pas là aussi un passage en force du pouvoir ou de l'union sacrée? Ici, je voudrais d'abord revenir un peu sur la notion de démocratie. Je voudrais ici préciser que, en somme, nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie, c'est vie. Et pour que l'on constate qu'il y a démocratie, il y a des indicateurs. Ces indicateurs sont notamment la liberté des presses. Vous voyez ? Tout le monde est libre. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez passer à une chaîne de télévision, parler du président de la République comme on peut parler de son ami. Et vous l'avez remarqué. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments, dont notamment aussi, nous sommes dans un régime de personnes. Il n'y a plus des intouchables.
au jour d'aujourd'hui, chaque personne est au moins répondant de ses actes devant la justice. Que ce soit à la présidence de la République jusqu'à la chefferie du village, tout le monde qui est au moins soupçonné d'un acte ou de quoi est redevable à la justice. Ce sont là les éléments. Il y en a nombreux, des éléments non exhaustifs qui déterminent la suffisance que nous sommes dans un État démocratique. Il y a l'opposition qui fait ses marches, il y a les manifestations qui se font, il y a des réclamations et tout. Je reviens maintenant sur ce que vous avez parlé au sujet de la loi sur la répartition des sièges. C'était avec beaucoup de regrets que j'avais vu une corporation de députés de l'Union du FCC ça s'appelle le Rassemblement des députés Katangé, c'est ça? Voilà, les députés Katangé qui ont dit voilà, nous sommes en train de regretter parce que nous avons perdu un siège. Mais ça, c'est être vraiment utopique. Permettez-moi les termes, c'est être vraiment utopique. Comment vous pouvez demander à vos militants de ne pas s'enrôler? Quand vous dites à vos militants, nous, le PPRD, nous avons refusé ce processus électoral, nos membres ne vont pas s'enrôler. Et quand vos membres ne vont pas s'enrôler, vous venez dire non, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de gens chez nous qui se sont enrôlés et nous avons perdu un siège. Attendons, il ne faut pas faire ce genre de choses, ça discrédite par exemple la qualité ou le sens de réflexion que doivent mener les gens. C'est-à-dire qu'ils doivent assumer les conséquences. Ils doivent assumer les conséquences. Et se taire allait être la meilleure des choses qu'ils puissent faire. Ça, je mets ça de côté. Je passe à la loi de répartition des sièges. Qu'est-ce que vous voulez au juste? L'opposition est en perte de vitesse. L'opposition s'est déjà avouée vaincue. Parce que à quoi cette loi pose problème? Est-ce que maintenant, là, on peut encore parler de la recomposition du bureau de la CENI? Mais tout est possible s'il n'y a pas eu consensus. Mais comment vous voulez cela et son contraire, dans le sens que vous voulez assez que les élections soient organisées dans les temps fixés par la Constitution, alors qu'il nous reste que, en vrai dire, il nous reste que 5 mois pour que les élections aient lieu. Ça, ce sont des échappatoires, ce sont des faux fuyants qui utilisent l'opposition au sens d'exprimer le fait qu'ils ne soient pas prêts à aller aux élections. La loi ne peut pas passer... Vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est la loi de la majorité qui prime. Fayoulou a combien de députés? Touché au fait, qu'est-ce que Fayoulou va faire à la République si cette loi passe? Non, ils doivent arrêter, ils doivent manifester. Ils doivent arrêter avec quel type de... La population congolaise n'est plus dupe. La population congolaise de 2006 se diffère de celle de 2011 et celle de 2011 se diffère de 2018. À plus forte raison, celle de 2023, c'est la différente de tous les processus précédents. C'est pour cette raison-là que nous disons ceci. Les élus du peuple ont pour mission, si nous avons élu les députés, nous les avons élus pour qu'ils puissent jouer le rôle, celui de légiférer. Un opposant ne peut pas se réveiller un matin, après avoir mangé, bu et dire non, voilà, s'ils font ça, ils font leur travail, ils vont toucher au fait. Ça, c'est inconcevable et inacceptable. Merci beaucoup. Le temps nous est tellement imparti. Paulin, un mot par rapport à la loi sur la répartition des sièges. Est-ce que faudra-t-on assister à un dialogue pour que cette fois-là, l'on ait un consensus? S'il faut parler du dialogue, laissez-moi vous dire que si c'est la démarche de l'opposition, je suis tenté de dire que l'opposition serait dans la phase où... ne veut pas des élections. Ne veut pas des élections parce que si vous voulez de quelque chose et son contraire, je pense que ça sera un peu difficile. Mais j'ai suivi les autres, Adolphe Mouzitou et consorts. Oui, dans sa tribune, il a démontré certaines choses, mais qui ne sont pas aussi totalement fausses. Hein? Oui, mais dans tout ce qu'il a dit là, soyons clairs, soyons brefs. L'enrôlement à Kouamout qui ne s'est pas terminé. Mais la population congolaise est représentée, non? La population congolaise est représentée au niveau du Parlement, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, si les élus du peuple
accepte à ce que cette loi passe, ça dit que oui, c'est la population congolaise qui a accepté. C'est qu'on aurait cautionné aussi parfois. Et une chose que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi regarder les temps. Si l'opposition veut d'un glissement collectif, comme ça a été le cas dans les années passées, là peut-être que je les concède. Mais s'ils veulent vraiment des élections, ils doivent quand même cesser aussi avec certains petits problèmes, certaines petites inquiétudes. Non, ici, chercher toujours des points noirs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement, les opposants? Ce que les opposants doivent faire, c'est de se préparer pour les élections. Parce que les temps, on approche lentement mais sûrement vers les élections. Qu'on ne vienne pas avec des histoires qui vont entraver ces processus électoraux qui avancent normalement, à mon avis. Alors, chercher à créer des situations maintenant là risque de nous retarder les choses et ça sera un glissement. Et ces glissements, si ça vient de l'opposition est dans la phase de vouloir le partage du gâteau. C'est ce que j'estime. Je n'affirme pas, mais j'estime que c'est ce que je suis en train de voir. J'ai l'impression. Alors, qu'on sorte de cette façon de voir les choses, qu'on puisse voir élection, penser élection et encourager la CENI qui est sur la bonne voie en organisant ces élections-là, donc dans ces processus électoraux. Donc, je crois que l'opposition a le droit de contester, de dénoncer quelque chose, mais ça existe. Ça existe. S'il y a un coin où on ne peut pas arriver, il faut des moyens logistiques. S'il y a un coin où il y a les gens, il y a un problème donné. Mais si la majorité a déjà été enrôlée, si la majorité est prête pour aller, la majorité là va représenter les... Toi, tu es Congolais, je suis Congolais. Si dans les sports, les matchs de football, ce n'est pas tous les Congolais qui partent jouer à l'étranger. Il y a une équipe. Merci beaucoup en tout cas, Roland. Je voulais aussi ajouter... En tout cas, ça va être aussi votre conclusion parce qu'on est déjà... Je voulais aussi ajouter un élément, c'était par rapport, toujours dans le même cadre des élections. L'opposition est en perte de vitesse. L'opposition, ce que l'opposition doit savoir est que celui qui est au pouvoir là est le fruit de l'opposition. Il connaît les joueurs et leur jeu. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une manigance à faire pour prendre Félix Tshisekedi au mot. C'est impossible. Mais pour quelle raison? Félix n'a pas de bilan à présenter. Mais j'ai dit ceci. Vous êtes des analystes. Vous êtes des journalistes. Vous fréquentez les gens de l'opposition. Pose-leur la question. De quoi est-ce qu'ils reprochent Félix? Si ce n'est que ôte-toi de là que je m'y mette. Ils n'ont aucun programme contradictoire. Oui, contradictoire à ce que Félix a déjà réalisé. Et donc, l'opposition doit, comme mon co-débatteur en face l'a bien dit, ils doivent se présenter, ils doivent se préparer aux élections, que de chercher à ce moment, ils pouvaient se concentrer sur la mobilisation des bases, la formation des témoins pour permettre à ceux qu'ils puissent avancer. Merci beaucoup. En tout cas, ça va être votre dernier mot parce que... Non, pas le temps. Un dernier mot, si vous me le permettez. Le temps nous est imparti, en tout cas 30 secondes, rapidement pour que... Mon dernier mot, je veux vite saluer une personne un peu spéciale pour moi. Il s'agit du président Costa Itango à Kolwezi, sans oublier le directeur de cabinet Adonis, président gouvernement Ebimi Komolangezate. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que le message est passé. Paulin, quelques 30 secondes et puis on clôture l'émission. Non, merci de votre invitation. Je crois que chaque Congolais doit être patriote, doit aimer son pays et se battre pour que ce pays-là aille de l'avant. Il y a des gens qui nous suivent de partout. Nous les encourageons aussi à continuer à suivre nos émissions comme celle-ci. Je crois qu'avec les idées de part et d'autre, ça nous aidera à constituer le développement de notre pays que nous souhaitons tous voir. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir reçu sur ce plateau, Monsieur Romain Nganjambe. Je rappelle que vous êtes de AREP et puis vous êtes intervenu ici, pas comme communicateur de AREP, mais en tant qu'analyste politique. Et à ma gauche, j'avais Paulin Kalamba, qui est journaliste, présentateur de l'émission Large Info, et aussi expert défense, journaliste expert défense, parce qu'on n'a pas évoqué la question de défense ici. Merci beaucoup. Je crois coordonnateur de la belle Large Info aussi, il faut les souligner. Merci. Ici, je suis comme indépendant, pas comme tout Congolais. Merci beaucoup, merci. Je crois que le message est bien passé. Et nous avons été contents de vous présenter cette émission du débat national. Rendez-vous à la prochaine. Ciao.